Merci pour cette seconde invitation. Alors vous allez peut-être vous dire d'ailleurs que je suis dans les lettres l'équivalent d'une vache laitière parce que j'ai publié 2 livres cette année. En fait, ça n'a rien à voir. C'est le fait que quand j'écris quelque chose, je n'ai pas de contrat auprès des éditeurs. Ce qui fait que quand j'ai terminé quelque chose, c'est seulement à ce moment-là que j'essaye de trouver un éditeur et que parfois ça peut prendre des années pour trouver un éditeur pour les textes. Et bon, il se trouve que là, ça s'est concrétisé 2 fois de suite à peu d'intervalle. Mais voilà, le fait de 2 livres par an, c'est pas du tout mon rythme normal. Hein. J'en serais tout à fait incapable. Alors, comment introduire mon propos? J'ai toujours beaucoup de mal parce que moi, j'ai toujours été incapable de faire une dissertation où voilà, on fait une introduction, un développement, on arrive à une conclusion. Pour moi, là, je n'arrive pas à penser du tout de cette manière-là. Pour moi, les choses se présentent non pas sous la forme d'un chemin, mais plutôt sous la forme d'un paysage. Et donc, en fait, voilà, un paysage, c'est quelque chose de très vaste. Et il faut trouver des déambulations à l'intérieur de ce paysage pour finir par l'appréhender à peu près correctement. Mais c'est certainement pas un chemin qui va bien droit, qui va d'un point à un autre. Alors comment entrer dans le paysage? Peut-être là par une référence à Hannah Arendt, qui a noté dans un très célèbre ouvrage qui s'appelle « The Human Condition », qui a été traduit en français par « Conditions de l'homme moderne ». Hannah Arendt donc, a noté que le monde contemporain tend de plus en plus à se confondre avec un gigantesque métabolisme de production-consommation dans lequel l'être humain est obligé de s'intégrer pour simplement survivre. Alors, un siècle auparavant, Herman Melville, qui est un auteur pour lequel j'ai une très grande admiration et sur lequel j'ai travaillé un certain temps, Herman Melville, qui est extrêmement connu pour être l'auteur de Moby Dick, qui est né à New York en 1819 et qui est mort dans la même ville en 1891, donc qui a vraiment traversé tout le 19e siècle américain. Bon, il est né et mort à New York, mais il est loin d'avoir passé toute sa vie à New York. En particulier, il a beaucoup voyagé sur les mers. Donc, ce Melville qui a traversé le 19e siècle américain a vu s'accomplir au cours de sa vie une transformation absolument colossale, le passage d'une Amérique provinciale. Il faut savoir que dans son enfance, donc au début du 19e siècle, il y avait encore des fermes sur Manhattan et que les gens de New York vivaient avec mangeaient avec le produit des fermes de Manhattan. Et quand il est mort en 1891, on était passé à une toute autre Amérique, c'était l'Amérique de la grande industrie, qui enrôlait bon gré mal gré, de près ou de loin, tous les individus dans son fonctionnement. Alors telle est la toile de fond d'une œuvre de Melville qui est peut-être un peu moins connue que Moby Dick et encore, mais qui est également une très très grande œuvre, qui est là une nouvelle, alors que Moby Dick c'est un roman océan, là c'est quelque chose de beaucoup plus court, c'est une nouvelle qui s'appelle Bartleby. Vous savez qu'aux États-Unis, on dit que les grands chefs-d'œuvre de Melville, c'est Moby Dick et ce que les Américains appellent les 3 B, c'est-à-dire 3 nouvelles qui sont Benito Cereno, Bartleby et Billy Budd. Alors Bartleby, c'est une nouvelle qui porte dans son titre le nom du personnage principal, qui est un copiste dans le bureau d'un avoué de Wall Street. C'est un employé discret, consciencieux, travailleur, un employé modèle, on peut dire, jusqu'au jour où
à son patron qui lui demande de collationner un texte, parce qu'il est dans le bureau d'un avoué, vous savez, à l'époque, il n'y a pas l'informatique, donc on a des copistes pour faire des copies des textes, et puis une fois qu'on a fait les copies des textes, il faut vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la copie. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la collation, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui prend le texte original, l'autre personne qui prend la copie, et puis une personne lit le texte original, et pendant ce temps-là, l'autre suit sur la copie, mot à mot, pour voir s'il n'y a pas eu d'erreur. Donc le patron demande à Bartleby de l'aider à collationner un texte, et à ce moment-là, Bartleby, qui a toujours été, comme je vous le dis, un employé absolument modèle, va avoir cette réponse tout à fait inattendue. Il répond « I would prefer not to ». Alors, si on veut traduire ça littéralement en français, ce serait mot à mot « je préférerais ne pas ». Alors évidemment, ce n'est pas du bon français. En français, il faudrait dire « je préférerais ne pas le faire ». Mais ce qui est dommage, quand on dit « je préférerais ne pas le faire », c'est qu'on perd le caractère intransitif de la réponse de Bartleby. « I would prefer not to », ça peut s'appliquer à n'importe quoi. On pourrait dire en français « j'aimerais mieux pas », par exemple. Quand on dit « j'aimerais mieux pas », il n'y a pas de verbe derrière. Mais le problème, si on traduit par « j'aimerais mieux pas », c'est qu'on tombe dans un français assez familier, alors que la formule de Bartleby est au contraire dans un anglais extrêmement châtié. Bon, et à partir de ce moment-là où Bartleby a eu cette fameuse réponse « I would prefer not to », sans jamais se départir de son calme, de sa politesse, de sa discrétion, il va opposer la même réponse à tout ce qu'on veut lui faire faire. Alors évidemment, comme il oppose cette réponse-là à chaque fois qu'on lui demande d'accomplir un certain travail, son patron lui demande de quitter les lieux, de chercher un nouveau logement, un nouveau travail, etc. Mais à chaque fois, Bartleby reste sur place et dit « I would prefer not to ». Alors, d'innombrables interprétations ont été données de cette histoire. Les philosophes les plus distingués ont rivalisé d'ingéniosité pour fournir chacun sa lecture sophistiquée et alambiquée. Vous en avez un très très bel exemple avec la lecture qu'en a faite Gilles Deleuze, qui est publiée en postface de l'édition Garnier-Flammarion de Bartleby. C'est vraiment un chef-d'œuvre d'intellectualité et en même temps d'escamotage total du sujet. Parce qu'une chose est pratiquement toujours laissée de côté, c'est que la nouvelle a un sous-titre qui est tout sauf anodin, qui est « A Story of Wall Street », une histoire de Wall Street. Un sous-titre dont je note qu'il est bizarrement omis dans toutes les traductions françaises. Alors cette inattention au sous-titre, c'est un peu comme dans la lettre volée d'Edgar Poe, on va chercher partout ensuite, dans les endroits les plus obscurs, des significations cachées à cette nouvelle, alors que finalement tout est posé là, bien en évidence. En fait, ce que met en scène Melville avec son copiste zélé dans une officine de Wall Street, c'est quelqu'un qui joue parfaitement son rôle de petit engrenage dans la grande machinerie de la société industrielle, commerciale, financière, qui s'est mise en place au cours du XIXe siècle. La nouvelle a été publiée en 1853. Jusqu'au jour où l'employé modèle, tout simplement, ne veut plus collaborer. Alors qu'à cela ne tienne, lui dit son patron, qu'il s'en aille. Mais le problème, c'est qu'ailleurs, c'est pareil. Le monde est désormais si finement quadrillé que partout, pour simplement vivre, il faut collaborer. Et il se trouve que sous ces airs doux, Bartleby est intransigeant, plus intransigeant que chacun d'entre nous. Parce qu'il ne veut plus en rien collaborer à un monde qui ruine le sens d'une existence humaine. Il va finir par mourir d'inanition aux Tombs, la prison de New York, où il va finir par se trouver emprisonné. Alors les choses étant ce qu'elles sont, nous sommes tous amenés, bon gré mal gré, à collaborer au monde tel qu'il est organisé. Nous ne sommes pas des Bartleby. La liberté dont nous disposons, c'est celle d'être conscients de cette collaboration et de la limiter autant que nous le pouvons. C'est celle d'œuvrer autant qu'il nous est possible de le faire pour faire dévier la trajectoire. Non pas renoncer à l'idée d'améliorer la situation, mais comprendre que cette amélioration passe par des voies différentes et sur certains points opposés à celles qui ont été suivies depuis au moins 2 siècles. Je note à ce sujet un grand paradoxe auquel il me semble qu'on ne prête pas assez attention. Depuis la révolution industrielle, qui a commencé fin XVIIIe siècle, et qui s'est diffusée ensuite dans toute l'Europe, puis dans le monde entier, l'humanité occidentale s'est lancée dans une gigantesque entreprise de transformation du monde,
grâce aux moyens d'intervention croissants conférés par la technique moderne. Les fins déclarées de cette transformation sont toujours les mêmes, subjuguer la nature pour rendre celle-ci plus accueillante, rendre le monde toujours mieux adapté aux êtres humains. Je me rappelle à ce sujet une publicité qui passait à la télé et sur les écrans de cinéma dans les années 1990 pour inciter le public à acheter des actions du groupe chimique et pharmaceutique Rhône-Poulenc, qui était à l'époque en passe d'être privatisé. Et alors on voyait un bébé qui regardait l'avenir avec ravissement, tandis qu'une voix suave déclarait « Bienvenue dans un monde meilleur ». Donc grâce à Rhône-Poulenc et consorts, la vie allait être toujours plus facile et joyeuse, le monde toujours mieux disposé envers nous. Et puis c'est dans la même période, à partir de cette même période, que n'ont cessé de se développer des discours qui, en revanche, eux, nous mettent en demeure sans cesse de nous adapter. Tout d'un coup, la transformation du monde n'est plus à notre service, c'est nous qui devons courir après les transformations du monde pour avoir encore une chance d'y trouver notre place. Une manifestation très concrète de cette nécessité, ce sont les millions de personnes au chômage. La société moderne a placé au cœur d'elle-même le travail, et voici que de ce travail, de plus en plus, se trouve exclu. Autre élément à prendre en compte, l'école obligatoire, jusqu'à un âge qui ne cesse de croître, et l'allongement permanent de la durée d'études nécessaire pour trouver une place correcte. Mais est-ce un monde accueillant qu'un monde qui réclame des nouveaux venus 20 ans de scolarité? Plus cela va, et plus les enfants qui naissent doivent en passer par une interminable formation pour avoir une chance de s'insérer correctement dans la société. Et même ainsi, ce n'est pas fini, parce que pour ne pas risquer d'être mis au rencard, il faut accepter l'idée que la formation se poursuit tout au long de la vie. Donc on peut se dire qu'il est quand même étrange qu'un monde qui d'un côté devrait sans cesse nous être plus adapté, réclame en fait de nous des efforts sans précédent et permanents de formation, sous peine d'être disqualifié. Donc manifestement, quelque chose a mal tourné. En fait, énormément de choses ont mal tourné, si nombreuses qu'à les énumérer, nous y serions encore demain matin. Alors cela étant, à examiner la multitude de mots qui nous accablent, il m'est apparu qu'ils étaient finalement moins divers qu'ils ne m'avaient semblé de prime abord, ou plutôt que dans leur diversité, ils avaient un dénominateur commun. Mais alors à ce stade, la difficulté à laquelle je me heurte n'est pas d'avoir une thèse compliquée à défendre, impossible à faire comprendre sans des développements longs et complexes. Mon problème est inverse, le risque de perdre sur le champ tout crédit intellectuel parce que ma thèse est beaucoup trop simple. Si simple qu'aucun universitaire patenté n'oserait perdre sa dignité à la soutenir. Mais bon, comme j'ai abandonné depuis un certain temps l'ambition des dignités universitaires, j'ose me lancer. Et donc voilà la thèse, c'est que parmi les plus grands mots qui pèsent sur la période historique qui est la nôtre, la plupart tiennent à des dépassements d'échelle. Alors je vais le dire encore plus simplement en empruntant les mots de Léopold Kohr, un homme sur qui je reviendrai plus tard, qui exprimait la chose en anglais « Wherever something is wrong, something is too big ». On peut traduire par « partout où quelque chose ne va pas, quelque chose est trop gros ». Voilà. Donc effectivement, c'est une thèse qu'on n'a pas besoin justement de 20 ans d'études pour formuler et comprendre. Alors, pour saisir la cécité toute particulière de notre époque à l'importance des questions d'échelle, et j'insiste sur ce fait, c'est que c'est spécial à notre époque. Dans les époques antérieures, ce n'était pas le cas. Pour comprendre la cécité toute particulière de notre époque à l'importance des questions d'échelle, il faut se référer à une caractéristique majeure de la pensée contemporaine, à savoir la coupure qui est intervenue, l'abîme qui s'est creusé depuis l'avènement de la modernité, entre d'un côté la philosophie, et on pourrait dire la pensée tout court, et puis de l'autre côté ce que l'on appelle la science. Alors c'est au XIXe siècle que la séparation a été vraiment consommée. C'est à cette époque-là que l'université s'est trouvée scindée en deux parties. D'un côté les lettres, de l'autre côté les sciences. Ce qui n'était pas du tout le cas dans l'université médiévale.
Alors, en raison de leur implication essentielle dans la physique depuis Galilée, les mathématiques ont été versées du côté des sciences, et puis la philosophie, quant à elle, en raison d'un lien rémanent avec les humanités, et parce qu'elle se trouvait dépossédée par l'autonomisation de la nouvelle science de ses anciennes prétentions scientifiques, a été versée du côté des lettres. Les conséquences ont été désastreuses. Le développement scientifique moderne allant dans le sens d'une mathématisation, et la mathématisation étant assimilée, alors de façon abusive, mais peu importe ici, au fait de compter, la philosophie amputée de la science, qui autrefois en était une partie, d'ailleurs on ne parlait pas de science, on parlait de philosophie naturelle. Donc la philosophie amputée de la science a eu tendance à faire de nécessité vertu, et à afficher une indifférence, voire un dédain de plus en plus marqué à l'égard des questions quantitatives abandonnées aux scientifiques et à leurs calculs. Alors on conçoit bien qu'en se faisant la gardienne de l'esprit de finesse contre l'esprit de géométrie, en cherchant à préserver la dignité du non quantifiable au sein d'un mouvement général enclin à assimiler le réel au mesurable, la philosophie ait conçu une certaine répugnance à l'égard du nombre. Comme si se préoccuper de quantité était en dessous de sa dignité, comme si elle devait imiter les grands seigneurs du passé qui, dans leur largesse, ne comptaient pas. De ce fait, au moment même où le nombre ne cessait de gagner en importance dans l'évolution des sociétés et la conduite des affaires humaines, les questions de taille, d'échelle, sont devenues une tâche aveugle de la réflexion philosophique moderne et contemporaine. Et cette ignorance est profondément délétère. Pour donner une idée des erreurs de pensée que l'on est exposé à commettre lorsqu'on ignore l'importance des échelles de grandeur, je vais prendre un exemple. Nous connaissons tous ces contes qui mettent en scène des géants 10 fois plus grands que les hommes ordinaires. Il se trouve que si de tels géants ne se rencontrent que dans les contes et jamais dans la réalité, cela n'a rien de contingent. Il est très facile en effet de prouver par un raisonnement physique très simple qu'il est impossible que de tels géants existent. Considérons un homme de 2 mètres et de 100 kg. Je prends 2 mètres et 100 kg parce que voilà, ce sont des données simples. Si vous voulez matérialiser les choses, pensez à Florent Manodou, c'est exactement ces mensurations. Donc en multipliant toutes les dimensions de Florent Manodou par 10, on obtient un géant de 20 mètres et de 100 000 kg, parce que le poids comme le volume a été multiplié par 1000. Si on multiplie toutes les dimensions par 10, les surfaces sont multipliées par 100, les volumes par 1000, et donc le poids qui est homogène à un volume, ça va également être multiplié par 1000. Donc on a notre géant de 20 mètres et de 100 000 kg. Mais alors la section d'un os comme le fémur, la section de l'os, c'est une surface. Et donc, en tant que surface, elle n'a été multipliée que par 100. Donc, vous avez un poids qui est multiplié par 1000 et des os dont la section n'est multipliée que par 100. Ce qui veut dire que par unité de surface de la section du fémur, vous allez avoir un poids qui s'exerce par unité de surface qui est multiplié par 10. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que déjà, le fémur du Manodou x 10, il a tendance déjà à fléchir sous le poids lorsque le géant est immobile, et au premier pas que va faire le géant, le fémur ne va pas résister et va se casser. Et donc au premier pas, le géant se casse la jambe. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas avoir peur des géants dans les contes, parce qu'à supposer même qu'ils existent, ils sont incapables de bouger. Voilà. Au premier pas du géant, catastrophe, le géant s'écroule. Alors on peut noter que c'est vrai aussi dans l'autre sens, si on imagine les Lilliputiens, dans les voyages de Gulliver, vous savez, Gulliver rencontre des Lilliputiens qui sont 12 fois plus petits que les humains standards et des Brobdingnag qui sont 12 fois plus grands. Alors on voit que les Brobdingnag, si je prononce bien, eux, ils ne peuvent pas exister parce que voilà, ils n'ont pas un squelette assez solide. Quant aux Lilliputiens, ils ne peuvent pas exister non plus, parce que, ou alors ils sont vraiment très très bêtes parce qu'ils ont une toute petite tête et un cerveau humain ne tient absolument pas dans une tête aussi petite. Et donc ils ne peuvent pas du tout avoir les fonctions cérébrales d'un être humain. Bon, alors d'une manière générale, par des arguments de cet ordre et par bien d'autres, on peut montrer que tous les êtres vivants n'ont pas la taille qu'ils ont par hasard et en fait ne demeurent viables tels qu'ils sont que dans une plage de variation assez étroite autour de la grandeur que nous leur connaissons.
Par exemple, dans les films d'horreur, on peut aussi voir des insectes géants, des araignées géantes. Bon, bah ça non plus, ça ne peut absolument pas exister. En fait, les gros scarabées sont vraiment à la limite possible de taille pour les insectes. Pourquoi? Parce que les insectes n'ont pas de système respiratoire. Les insectes, en fait, s'oxygènent simplement parce que si on regarde ça à la loupe, on s'aperçoit que les insectes ont le corps qui est traversé par de très fines petits tubes, qui s'appellent des trachées, qui se ramifient en trachéoles, et c'est simplement la circulation naturelle de l'air à l'intérieur de ces tubes qui leur permet de s'oxygéner. Mais en fait, si ces tubes sont trop longs, en fait, l'air ne pénètre plus à l'intérieur et donc l'insecte en fait, ne pourrait plus s'oxygéner et mourrait sur le champ. Alors bien entendu, les analogies ont leurs limites et il est certain que ce qui vaut pour les organismes ne se transpose pas tel quel dans tous les domaines. Et en particulier, ne se transpose pas tel quel dans le domaine des sociétés. Comme l'a écrit Georges Canguilhem, pour l'organisme, l'organisation est son fait, pour la société, c'est son affaire. Néanmoins, l'importance déterminante de la taille pour la viabilité d'une forme vivante doit nous mettre en alerte. D'une façon générale, la taille n'est pas un simple paramètre contingent qui viendrait s'ajouter après coup à la caractérisation d'une chose. La taille, alors peut-être pas la taille précise, mais son ordre de grandeur, fait partie de l'essence d'une chose. On a tendance à oublier ça, en particulier devant un écran d'ordinateur, puisque devant un écran d'ordinateur, on peut faire varier l'échelle à volonté. Dans le monde dans lequel nous sommes, ça n'est absolument pas le cas. Alors cela vaut pour les organismes vivants, en fait, cela vaut pour tous tous les domaines de la réalité, et y compris dans le domaine intellectuel. De même que chaque forme vivante se développe à une certaine échelle et ne demeure viable qu'entre certaines bornes, de même la plupart des concepts que nous utilisons se sont élaborés à l'intérieur d'un certain horizon quantitatif, explicite ou implicite, au-delà duquel ils perdent leur sens ou deviennent, tout en gardant leur nom, quelque chose de tout à fait différent. Et dans ce cas-là, continuer à utiliser le même terme alors que la taille varie trop se met à égarer la pensée. Faute d'incorporer aux définitions une échelle de pertinence, la pensée conceptuelle en vient à obscurcir les réalités qu'elle a pour mission d'éclairer. Alors là encore, je prends un exemple, le terme de technique. On l'emploie aussi bien pour désigner la taille des silex par les hommes préhistoriques que les centrales nucléaires. Comme s'il y avait une essence de la technique qui se conservait inchangée entre la taille de la pierre et la fission des atomes, comme si une pratique qui ne suppose que des cailloux et l'usage de ses mains était commensurable à un complexe scientifico-industrialo-économique qui n'est à la mesure de personne. En appelant tout cela indistinctement technique, on n'éclaire pas la pensée, on l'aveugle. Ainsi, le sophisme habituel des technophiles inconditionnels consiste à poser une alternative, ou bien une technique sans limite, ou bien l'âge des cavernes. Avec une attitude comme la vôtre, oppose-t-il à quiconque se demande si telle ou telle recherche mérite d'être poursuivie, si telle ou telle innovation est bien opportune, nous en serions encore à grelotter au fond des grottes magdaléniennes. C'est un argument stupide. C'est comme si on récusait a priori toute lutte contre le cancer au nom du fait que, soumis au traitement qui s'oppose à la prolifération cellulaire, le fœtus n'aurait jamais pu se développer. Il ne s'agit pas d'être contre la division cellulaire en tant que telle, mais de chercher à l'entraver quand celle-ci s'emballe et se poursuit pour elle-même, sans égard pour les tissus environnants et pour l'organisme qu'elle finit par tuer. De même, il ne s'agit pas d'être contre la technique en tant que telle, ce qui serait absurde, mais contre ces métastases qui, au lieu d'être une efflorescence de la vie, se mettent à en détruire les conditions les plus élémentaires d'épanouissement et de fructification. Le progrès technique a toujours été ambivalent, comportant bénéfices et inconvénients, que globalement les avantages les longtemps importés sur les nuisances ne signifient pas que tels soient indéfiniment. Comme l'a noté Simone Weil, plus le niveau de la technique est élevé, plus les avantages que peuvent apporter des progrès nouveaux diminuent par rapport aux inconvénients. Jusqu'au moment, évidemment, où les inconvénients dominent. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être pour ou contre la technique en général, mais de distinguer quelle technique, dans quelles circonstances, jusqu'à quel point. D'une manière générale, il faut comprendre qu'en deçà de certains seuils, le développement technique sert les hommes,
qu'au-delà, il les écrase. Dès lors, ce n'est nullement parce que la technique moderne nous a beaucoup apporté que nous devrions lier notre destin à ces avancées pour les siècles des siècles. De ce qu'une famille tire profit d'un ou deux étages ajoutés à sa maison, il serait faux de conclure qu'elle se trouvera encore mieux quand la maison comptera 10, 100 ou 1000 étages. Non seulement cette accumulation d'étages engendre plus d'inconvénients que d'avantages, mais elle hâte l'heure de l'écroulement. Nous ne devrions jamais oublier qu'ici-bas, hormis la bonne volonté, rien n'est absolument bon, et pour tout type de technique, d'activité ou d'organisation, il existe un seuil au-delà duquel le développement devient contre-productif et nuit à la situation qu'il était censé améliorer. La règle concerne non seulement le niveau de développement, mais aussi sa vitesse. Les sociétés anciennes cherchaient à freiner les évolutions, les nôtres à les accélérer. Mais certains changements favorables quand ils s'effectuent lentement deviennent destructeurs quand l'allure se fait trop rapide, et ce n'est pas pour rien que l'on parle de rythme infernal. Le philosophe allemand Günther Anders a parlé de honte prométhéenne pour décrire le sentiment d'infériorité qui se met à nous envahir face à des moyens techniques qui, dans leur surpuissance, comme dans leur prolifération incontrôlée, se mettent à nous dépasser. Ce génie technique déployé par les hommes devrait faire notre orgueil. La vérité est que, passé certains seuils, la puissance technique a pour la personne quelque chose d'écrasant et de stérilisant. Comme le disait Bergson, l'humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. Je note au passage que les idées transhumanistes qui fleurissent depuis un certain temps sont un symptôme parmi d'autres de cette situation. Certains se disent que désormais, ce sont les hommes eux-mêmes qu'il faudrait transformer pour les adapter à ce monde qui est leur œuvre, mais qu'ils n'arrivent plus à suivre. Alors je prends un autre exemple qui est le terme de société. On l'emploie aussi bien pour désigner une tribu de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, qui comptait quelques dizaines ou centaines d'individus, une cité grecque de quelques dizaines de milliers d'habitants, un petit État de quelques centaines de milliers ou quelques millions d'habitants, et les gigantesques entités politiques contemporaines qui, précisément du fait de leur gigantisme, n'ont plus rien de politique, parce qu'à cette échelle, la politique ne peut à peu près plus rien. On se gargarise aujourd'hui de démocratie, mais les penseurs politiques du XVIIIe siècle, comme Montesquieu, savaient encore que la démocratie réclame de petites populations. Rousseau était du même avis, dont le premier réquisite en vue d'un gouvernement démocratique était, je cite, « un État très petit où le peuple soit facile à rassembler et où chaque citoyen puisse aisément connaître tous les autres ». Fin de citation. Pour Rousseau comme pour Montesquieu, la démocratie supposait de plus des mœurs simples et sobres. Je cite, « l'amour de la démocratie est encore l'amour de la frugalité ». Ça, c'est Montesquieu qui parle. Les démocraties actuelles, par leur taille comme par leur amour des richesses et leur promotion de la consommation, ne sauraient être des démocraties. Et pourtant, cela ne semble gêner personne d'employer le même terme pour évoquer le système politique de l'Athènes du 5e siècle avant notre ère, comme celui de l'Inde contemporaine, comme s'il pouvait y avoir une essence de la démocratie qui demeurait inchangée lorsqu'on passe d'une population de 400 000 habitants, dont un dixième seulement de citoyens, à une population de plus de 1,2 milliard d'habitants, avec plus de 700 millions de votants aux élections générales. C'est un peu comme si on employait le même mot pour désigner les tables et les vaches, au prétexte que tables et vaches ont 4 pieds. Comme si leur caractère commun de quadrupède constituait l'essentiel, en comparaison duquel ce qui les différencie par ailleurs n'était que détail. À cet égard, comme à bien d'autres, les Grecs étaient de bien meilleurs penseurs que nous. Dans sa politique, Aristote, et alors là, voilà, c'est vraiment le lieu véritablement pour tenir ce genre de propos. Donc, dans sa politique, Aristote affirmait que le bien, pour un État comme pour toute chose, est qu'il ait la taille appropriée à sa nature et à sa fonction. Pour Aristote, il résultait clairement de l'examen des faits, je cite, qu'il est difficile et peut-être impossible pour un État dont la population est trop nombreuse d'être régi par de bonnes lois. En tout cas, parmi les États ayant la réputation d'être sagement gouvernés, nous n'en voyons aucun se relâcher de la vigilance en ce qui touche le chiffre de sa population. Il existe en fait une certaine mesure de grandeur pour un État, comme il y en a aussi pour tout le reste, animaux, plantes, instruments. Aucun de ces êtres, s'il est trop petit ou d'une grandeur excessive, ne conservera sa capacité à remplir sa fonction,
mais tantôt il aura entièrement perdu sa nature, et tantôt verra sa condition viciée. » Fin de citation. Et Aristote en concluait que, alors je cite encore, « la limite idéale à observer pour un État, c'est la plus grande extension possible de la population, compatible avec une vie se suffisant à elle-même et qui puisse être embrassée facilement d'un coup d'œil. » Fin de citation. En particulier, le nombre de citoyens n'était pas pour Aristote un paramètre qui venait s'ajouter après coup à un système de loi, il était le préalable qui permettait ou non à un système de loi de remplir son rôle. Ce serait une erreur de croire qu'il n'y eut là qu'une préoccupation de philosophe, puisque les cités grecques prenaient des mesures très concrètes afin de contrôler la taille de leur population, en fondant des colonies à même de les décharger de leurs excédents lorsque, précisément, le nombre d'habitants augmentait. Nous cherchons en permanence à nous rassembler en des entités toujours plus vastes. Ce n'est pas que ces rassemblements soient à condamner en tant que tels, mais ils devraient être l'union de multitudes de communautés autonomes et non le lieu de dissolution de toute communauté en un unique grand marché qui ne laisse subsister quelques particularités locales que pour mieux uniformiser sur le fond. Alors évidemment, il y a une objection qui est toujours faite. Les petites sociétés seraient nécessairement fermées sur elles-mêmes, marquées par le provincialisme et l'esprit de clocher. Bon, à ça, il est facile quand même de répondre que l'Athènes de l'Antiquité ou la Florence de la Renaissance, je note que la Florence, à l'époque de sa plus grande splendeur, au début du XVe siècle, comptait 40 000 habitants. Donc l'Athènes de l'Antiquité ou la Florence de la Renaissance, pour ne prendre que ces deux exemples spectaculaires, prouvent que la taille limitée d'une entité politique ne nécessite absolument pas fermeture ou provincialisme. C'est l'unification politique de très vastes territoires qui, en pompant toutes les énergies vers quelques centres énormes, a rendu stérile toute entité de moindre taille. À notre époque qui se targue de tempriser les différences, il serait temps de s'apercevoir qu'un monde organisé à petite échelle est un monde divers, un monde où il y a place pour plusieurs mondes. L'exotisme est plus grand et plus proche. Dans l'Antiquité, à Athènes, il suffisait de faire 40 km pour se retrouver à Thèbes, plus c'est 40 km, enfin c'est l'ordre de grandeur, pour se retrouver à Thèbes, qui était une cité qui vivait avec un système de loi complètement différent. L'exotisme, il était dans les environs immédiats. Le multiculturalisme des gigantesques sociétés contemporaines prétend mettre la diversité à portée de main. Mais le multiculturalisme est en réalité, par la force des choses, un anticulturalisme ou au mieux un multi-sous-culturalisme. Il n'y a plus en effet, en sus de règles minimales de coexistence et des appareils policiers et judiciaires qui s'emploient avec plus ou moins de succès à les faire respecter, que le commerce pour transcender l'hétérogénéité des modes de vie en un même lieu. Le commandement, c'est « Enchantez-vous de la diversité, vous êtes tous un dans l'économie de marché ». Celle-ci occupe alors la place centrale et déterminante, et c'est bien pourquoi d'ailleurs le capital est favorable au dit multiculturalisme. Toutes les cultures satellisées se trouvent dévitalisées. De plus, les tenants de sociétés multiculturelles ignorent la question de la distance adéquate pour un rapport fécond. En deçà d'une certaine distance, c'est la volonté de prendre ces distances qui domine, de sorte qu'en même temps que les différences culturelles s'affaiblissent, les différentes communautés s'ignorent, se retranchent ou s'affrontent. Alors pour Auguste Comte, grand penseur du positivisme au XIXe siècle, qui a dit un certain nombre de bêtises, mais qui a dit aussi beaucoup de choses sensées, il y avait trois échelles d'organisation fondamentale, la famille, la patrie, l'humanité. Afin de jouer pleinement son rôle intermédiaire entre la famille et l'humanité, la patrie, selon Auguste Comte, devait être assez grande pour que toutes les fonctions soient remplies et que la diversité humaine puisse s'y épanouir, et assez petite pour demeurer un tout organique et ne pas entrer en concurrence vis-à-vis de ses ressortissants avec l'échelle de l'humanité. Auguste Comte estimait la bonne taille pour la patrie à quelques millions d'habitants, et considérait les grandes nations européennes comme déjà surdimensionnées.
quand il était confronté au mouvement d'unification de l'Allemagne ou de l'Italie, il disait aux Italiens, par exemple, vous êtes complètement fous, c'est pas vous qui devez vous unifier, c'est la France qui doit en fait se refragmenter à l'échelle des anciennes provinces. Pour lui, des entités politiques saines étaient de la dimension de la Lombardie, du Piémont, de la Bretagne ou de l'Île-de-France. Au XXe siècle, Léopold Kohr, auquel j'ai déjà fait référence, estimait lui aussi dans son ouvrage « The Breakdown of Nations », qui de manière significative n'a jamais été traduit en français, que beaucoup des maux qui nous accablent disparaîtraient d'eux-mêmes avec un démembrement des grandes puissances, géants qui échappent à tout contrôle, monstres titubants, qui ne gardent temporairement leur équilibre qu'en nous enfonçant plus avant dans l'impasse. Alors cela étant, Léopold Kohr, dans le chapitre où il se demande si ce démembrement des grandes puissances serait réalisé, est aussi le chapitre le plus court qui ait jamais été écrit, puisqu'il tient en un seul mot de 2 lettres, « No ». Bon, voilà, il ne faut pas se leurrer, c'est ainsi. Et Léopold Kohr avait le sentiment que je partage, qu'au point où nous en sommes, le souhaitable ne sera pas atteint sans que nous en passions par des catastrophes qui nous obligeront à changer. Alors pour conclure, je souhaiterais insister sur un point qui n'est peut-être pas apparu assez clairement dans ce que j'ai dit. Ce n'est pas le petit qui est bon, mais le proportionné. Proportionné à double titre, en tant qu'harmonie des éléments les uns par rapport aux autres et par rapport à l'être humain. Alors il est hors de doute qu'à l'heure actuelle, dans un monde en proie aux excroissances monstrueuses, à la mondialisation compulsive, à une babélisation effrénée, le sens des proportions réclame à peu près partout une réduction d'échelle. Mais cet aspect conjoncturel ne doit pas faire oublier le principe fondamental, non pas l'apologie du petit en tant que tel, mais la recherche en toute chose de la taille la plus appropriée à l'épanouissement et à la fécondité des existences et des sociétés. Ainsi, la critique du gigantisme ambiant ouvre sur un horizon constructif. Alors personnellement, je ne crois pas à un grand programme qui nous ferait rompre avec le monde tel qu'il est, c'est-à-dire obèse à tout point de vue, pour le remplacer par un monde à taille humaine. Un tel programme serait d'ailleurs lui-même démesuré. Ce qui me paraît important, urgent, et je l'espère dans certaines limites au moins praticables, c'est de développer la sensibilité aux questions de taille et de s'évertuer à chaque fois qu'on est confronté à un problème, à chercher des réponses adaptées à notre échelle. Je citerai encore une fois Léopold Kohr, qui écrivait « Les jeunes gens d'aujourd'hui n'ont pas encore compris que le changement sans précédent qui marque notre temps ne tient pas à la nature de nos difficultés, mais à leur échelle. Comme leurs aînés, ils n'ont pas encore pris conscience que ce qui importe n'est plus la guerre, mais la grande guerre. Pas le chômage, mais le chômage de masse. Pas l'oppression, mais l'amplitude de l'oppression. Pas le pauvre, dont Jésus a dit qu'il serait toujours parmi nous, mais leur scandaleuse multitude. » Fin de citation. Et on pourrait allonger la liste. Pour Kohr, je cite encore, « Il n'y a pas de détresse sur terre qui puisse être soulagée, sauf à petite échelle. Dans l'immense, tout s'effondre, même le bien, car comme il apparaîtra avec de plus en plus d'évidence, le seul et unique problème du monde n'est pas le mal, mais la taille excessive. Et non pas la chose qui est trop grande, quelle qu'elle puisse être, mais sa grandeur elle-même. C'est pourquoi, par l'union ou l'unification, qui augmente la masse, la taille et la puissance, rien ne peut être résolu. Au contraire, la possibilité de trouver des solutions diminue au fur et à mesure que le processus d'union avance. Pourtant, tous nos efforts collectivisés et collectivisants semblent précisément dirigés vers ce but fantastique, l'unification, qui, bien sûr, est aussi une solution, la solution de l'effondrement spontané. » Fin de citation. Donc, pour vous donner mon avis personnel, je crains, qu'il vaut ce qu'il vaut, je crains que nous ne soyons plus capables d'éviter cet effondrement. Ce qui importera alors, c'est de ne pas s'affoler, de ne pas céder à la panique. Le plus important aujourd'hui, me semble-t-il, ce n'est pas de consacrer nos énergies à prolonger les jours d'un monde subclaquant, mais de préserver et cultiver avec d'autres les ressources qui nous rendront capables, sur les ruines du Léviathan, de rebâtir un monde à nouveau peuplé d'entités diverses, libres et bien proportionnées. Je vous remercie.